Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Hors-Jeu Capital, 112e numéro déjà, oui, 112e numéro depuis qu'on a lancé le podcast sur toute l'actualité du Paris Saint-Germain. Et cette actualité, aujourd'hui, en ce lundi matin, c'est la victoire du Paris Saint-Germain 4-0 contre Reims lors de cette soirée un peu folle dans le multiplex hier. Je sais que vous aimez bien ce genre de format dans les 2 dernières journées de Ligue 1 où il y a énormément de choses qui se passent. Et hier, le Paris Saint-Germain donc a fait le boulot. Victoire 4-0 contre Reims. On va revenir évidemment sur un peu l'ensemble de la soirée, ce qui s'est passé aussi chez les trois autres dans la course au titre et la course au podium. Mais d'abord, avant de parler de tous ces sujets intéressants, je vais vous présenter l'équipe qui m'accompagne. D'habitude, je commence par Mousse, mais allez, là, je vais commencer avec Yacine. Comment ça va, Yacine? Salut Bonjour. à tous, ça va, merci. Ça va? T'as passé une bonne soirée multiplex? C'est sympa quand même, les soirées multiplex. Toujours. Ouais, quand il y a de l'enjeu, c'est sympa. Et il y en a en haut et en bas, donc franchement, hier, c'était bien. Ouais, Il parce que manquait, là, il manquait qu'un petit but d'Aouchiche pour clôturer la soirée. non, mais c'est vrai que c'est rare qu'à 2 journées de la fin, il y a encore 6 équipes concernées pour le maintien et la course à l'Europe, le Ouais, course à ouais. la Ligue des Champions. C'est rare quand même. Ouais, c'est clair. D'habitude, d'habitude, on est champion depuis le mois de février à peu près. Donc, Ah, évidemment, il y a de l'enjeu partout. Cédric Lecas également qui est avec nous, comme toujours, un grand plaisir. Comment ça va, Cédric? Bah écoute, ça va, hein, super soirée hier soir. En plus, je me suis régalé parce que j'ai fait la Liga aussi. Et on est un peu dans Ah, voilà, il y c'est un peu la même chose, que ce il y avait le soit multiplex. pour le. Hein, Ouais. comment? Il y avait le multiplex aussi en Liga à 18h. Ah ouais. Ah bah folie, hein. Folie avec le but finalement de l'Atlético qui repasse devant le Real. Enfin, c'est un peu comme chez nous, donc c'est cool. Entre la Liga et le championnat de France, c'est pas mal du tout. C'est un peu pareil au final, hein, parce que le Real Madrid était à un point de l'Atlético. Ils ont passé devant un moment, et puis l'Atlético a marqué le but de 1 par Luis Suarez. Ouais, c'est ça. Au final, tout va jouer sur la dernière journée, comme pour la Ligue 1. Donc beaucoup de similitudes avec le championnat espagnol. Et Mousse qui termine la bande. Ça va, Mousse? Ça te dérange pas que je te présente en dernier? Les meilleurs pour Absolument pas, pour la absolument fin. pas. On garde toujours le meilleur pour la fin, Voilà. exactement, exactement. Et bien que Ah les ouais, c'est cool, ça proverbes, va. tu peux dire ce que tu veux avec les proverbes. Tu peux commencer par le machin. Mousse, t'as pas ton maillot de Nantes? Non, mais après, t'as vu, on va faire la vanne toutes les semaines. Moi, je veux bien, hein, mais Je l'ai bon. pas fait encore, je savais pas. Moi, je Ah si, reviens. si, si. Tu Non, l'as pas fait encore, sur pas encore. Twitter, tu le fais là. Bon, ça me dérange pas, hein, mais non, toujours pas. Ah, si. Toujours pas. Ah, mais Mousse, c'est parce que tu attends que Nantes soit maintenu en Ligue 1 pour faire ça. Là, pour l'instant, ils sont 18e, c'est un peu compliqué. Non, même pas, même pas. Non, non, moi, je suis supporter parisien, délocalisé à Nantes. Non, non, tout va bien, les amis, hein, Au tout va moins, bien. Après, si on m'en offre un, je le prendrai avec plaisir, hein, pas de bah, souci. t'iras voir Valdemarquita, ouais, il te fera un petit cadeau, il pourra bien te donner quelque chose. Oui, ben Le oui, voilà. fan club du PSG à Nantes, il va nous faire, nous. Mais tu sais, il y a des Ouais. supporters partout du PSG, il doit y avoir un Ah, club de supporters à c'est Nantes, sûr, hein, un fan c'est club. sûr. Mousse, comment t'as vécu cette soirée de multiplex? Alors moi, je n'ai pas regardé le multiplex. Moi, j'ai regardé uniquement le match de Paris en essayant de ne pas connaître le score de Lille et je l'ai découvert à la fin. Donc, j'étais content parce que ça va mettre le doute dans les têtes lilloises. Et on parlait de la gestion des émotions. Bah, on verra comment ça se passe parce qu'ils vont rencontrer Angers. Alors c'est vrai, Angers n'a plus rien à perdre, mais c'est le dernier match de Moulin, ça sera à domicile. Les joueurs vont sans doute vouloir lui faire plaisir en essayant de partir sur une victoire. Donc, écoute, on croise les doigts, hein. On commence à reprendre un peu espoir, c'est cool, c'est cool. Mais le match de Rennes, voilà, il va laisser beaucoup, beaucoup de regrets. Et justement, Mousse, tu viens d'en parler, parce qu'on va parler du classement quand même, parce que les incidences au classement, enfin, statu quo, on va dire, enfin, statu quo, non, parce que Lille a fait 0-0 contre Saint-Etienne hier, donc Lille est à 80 points. Paris, qui a gagné, lui, donc 4-0 contre Reims, est à 79 points, donc plus qu'un point d'écart entre les deux. Bon, c'est ce qu'il y avait en gros la semaine dernière, mais comme Paris n'a pas fait le travail contre Rennes et a laissé passer 2 points, on se retrouve dans cette situation. Monaco, qui a gagné 2-1 contre Rennes, est toujours, voilà, colle aux deux premiers avec 77 points. Donc, même, bon, il faudrait, voilà, c'est vraiment la cote du week-end prochain de la dernière journée, hein. Si Monaco arrive à être champion, il faudrait que Lille prenne une dérouillée contre Angers, que Paris perde et que Monaco gagne au moins, parce qu'ils ont plus 34 de différence et Lille a plus 40. Donc, il faudrait voilà, une victoire de plus de 6 buts pour Monaco. Je pense que voilà, si quelqu'un veut la prendre, la cote là, je ne sais pas elle est à combien, mais elle doit être sympa. 3-0, 3-0. Ouais, ouais, c'est compliqué quand même, hein. Et Lyon, donc, qui est quatrième, toujours aussi, qui est à 76 points, qui a gagné 5-2 contre Nîmes hier, voilà, pour le classement, les 4 premiers. Donc, voilà, c'est surtout au niveau de Lille et du Paris Saint-Germain qu'il y a encore un enjeu, puisque les 4 premiers, on devrait les connaître. Mais Yacine, c'est vrai que voilà, Lille, enfin, pendant le multiplex, on voyait, on écoutait les commentateurs de Canal dire
qu'ils avaient un peu pas la pétoche, mais voilà, d'être dans la position du chassé, là où t'es dans le sprint final et que hier, ils étaient un peu tendus, les Lillois, quoi. Ils avaient eu du mal face à Saint-Etienne. Et au final, bah voilà, 0-0. Les Stéphanois, voilà, ont fait le job et ont posé des difficultés à Lille. Et au final, tu te retrouves à tout jouer sur la dernière journée. Ouais, et de toute façon, Christophe Galtier l'a reconnu directement à la fin du match en conférence de presse. Et il a dit, voilà, en première mi-temps, on n'a pas respecté le plan de jeu, on n'était pas bien. Ouais, pour une équipe qui n'a pas l'habitude, on parle souvent d'expérience, etc. Oui, il y a des moments clés dans une saison, la gestion des émotions. Voilà, Lille a déjoué et n'a jamais pu reprendre en fait le fil du match. Parce que des fois, c'est vrai qu'au début, tu peux déjouer et puis te reprendre à la mi-temps parce que tu prends conscience de certaines choses. Ça n'a pas été le cas parce qu'en fait, je pense qu'ils avaient tellement envie de marquer. On voyait que c'était très brouillon, très précipité ce qu'ils faisaient. Ils ont des occasions hein, malgré tout, mais ils n'en ont pas non plus une tonne. Et voilà. Après, de toute façon, c'est vrai qu'en fait, c'est un peu inespéré parce que c'est plus Saint-Étienne finalement. Lille, on savait que ils pouvaient mal gérer les émotions parce qu'ils n'ont pas l'habitude. On attendait plus de voir est-ce que Saint-Étienne allait jouer le match à fond et ils l'ont fait. D'ailleurs, ça n'a pas plu à José Fonte. Ah oui, Voilà. tu peux donner sa déclaration si tu veux, je l'ai sinon, Ouais, mais qui a dit qu'il n'avait jamais vu Saint-Étienne jouer comme ça. Alors, premièrement, je crois qu'il n'a pas dû regarder beaucoup de matchs. c'est faux, oui. Parce que juste le match de Saint-Étienne au Parc, Paris marque à la 95e parce que justement Saint-Étienne le joue à fond. Et ils Euh, ont Marseille au Vélodrome. aussi. Donc Montpellier. déjà, et ensuite, le sous-entendu, il est quand même exceptionnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ouais, ils jouent plus rien, donc ils doivent nous laisser jouer tranquillement et pas nous empêcher de gagner et d'être champions. Non mais vraiment, non mais c'est hallucinant. Ce qu'on peut dire en fin de, tu vois, ça aussi, ça c'est les émotions qui font dire ça. Ouais, exactement. En fin de saison, tu peux dire n'importe quoi. C'est un truc de fou. Enfin bref. Donc voilà, écoute, ça tient à jouer le jeu. Donc c'est très bien. C'est, comme l'a dit Mousse au début, c'est là que le nul à Rennes, Ah euh, bah, euh, il passe encore plus mal. Après, en fait, c'est ça aussi qui est beau dans le foot, c'est que tu peux tout dire. Ça veut dire que tu peux dire que le nul à Rennes, il passe plus mal aujourd'hui, mais ça veut dire peut-être que si tu gagnes à Rennes, peut-être que Lille ne fait pas le même match non plus. Donc, bon, voilà, en tout cas, tu es revenu à un point. En fait, on s'était dit que quoi qu'il arrive, Lille battrait Saint-Etienne et qu'il te faut. Enfin, avec un nul, ça passerait. Bah, désormais, un nul à Angers, ça passe pas. Si Paris fait le travail, évidemment. Toujours à la condition. Voilà, c'est très bien pour le championnat et puis c'est bien pour nous aussi parce que malgré tout, écoute, moi, ceux qui disent on ne le mérite pas, ok. Maintenant, si on peut le prendre comme ça, moi, je le prends quand même. Hein. J'en ai rien à foutre du mérite. Hein. je me doute bien. Et Cédric, je vais rappeler les matchs de la dernière journée hein, pour J38 le week-end prochain pour le dernier match de la saison en multiplex toujours. Lille, donc, comme disait Yacine, affrontera Angers. Paris jouera contre Brest. Monaco jouera contre Lens. Et Lyon, son dernier match sera contre Nice. Mais c'est vrai que quand tu vois qu'il y a un point d'écart, tu te dis, putain, le nul contre Rennes, même si tu remontes un peu, la défaite contre Nantes au Parc, et celle contre Lorient le 3-2, même la défaite contre Lille, hein, tout simplement au Parc le 1-0, tu te dis, voilà, quand il y avait je pense que vous avez vu la déclaration d'Mbappé quand il disait qu'en gros, ils pouvaient s'en prendre qu'à eux-mêmes s'ils étaient à cette position au classement. Enfin, je l'ai la déclaration exacte, je vais vous la donner, que ça sera plus simple. Il avait dit, après la victoire contre Montpellier en Coupe de France mercredi dernier, on ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Si on perd ce championnat, c'est nous qui l'avons perdu, pas les Lillois qui l'auront gagné. Est-ce que tu es d'accord avec cette formule, Cédric? Je suis entièrement d'accord avec lui. Moi, plutôt que de parler du match de Rennes ou du match de Lorient, etc., je vais juste parler de la confrontation avec Lille. Voilà, on gagne contre Lille, c'est terminé. Voilà, on ne parle plus de tout ça, on est devant, etc. Maintenant, comme dit Yacine, Rennes, si on gagne contre Saint-Etienne, ils font peut-être pas le même match. On ne saura jamais. Moi, j'avais dit qu'ils ne gagneraient pas contre Saint-Etienne. J'avais même dit que Saint-Etienne gagnerait. Et en plus, sur le match de Saint-Etienne, il ne faut pas oublier que tu as l'attaquant qui se claque à un quart d'heure de la fin. Donc, ils sont Ouais, obligés de qui finit finir à à 10. 10. Ils sont obligés de finir à 10. Là, j'avais vraiment les boules parce que ça tenait vraiment bien. Tu voyais que sur un ou deux contres, ça pouvait jouer. Donc voilà, coup du sort, je me suis dit, c'est pas vrai, quoi. J'ai dit, ils vont marquer un but maintenant. J'ai dit, c'est pas possible. Mais là, non, Saint-Etienne a joué le jeu et Angers va jouer le jeu. Ah, j'ai encore vu, on voyait les images contre Marseille. J'ai regardé un peu le résumé. Tu vas voir, Angers, ils vont jouer. Dernier match de Stéphane Moulin. Il est là depuis, ça fait 10 ans. 10 ans, c'est ça, ouais, voilà. Voilà. 5 grands championnats.
Ouais, donc non, ils vont jouer Angers et Saint-Étienne, ils sont fébriles. Lille, ils sont fébriles mentalement. Ils n'ont pas l'habitude de jouer ce genre de choses. Tu l'as vu là contre Saint-Étienne, ils jouent avec la peur. Là, ils sont obligés de gagner. Ça va trembler un peu. Donc voilà. Nous après, il faut qu'on fasse le boulot contre Brest. Ça aussi. Il faut qu'on gagne. Brest, ils sont en difficulté, je crois. Ils jouent pour le maintien. Mais il y a un Strasbourg-Lorient. Il y a un Strasbourg-Lorient qui se joue qui, de toute façon, leur est favorable. Donc, bon, ça devrait passer de notre côté. De toute façon, on n'a pas le choix. Si on perd contre Brest, là, franchement, faut tout arrêter. Mais pour Angers, moi, je suis pareil. Moi, je pense que Lille ne va pas gagner contre Angers. Ah, écoute, c'est la grosse cote aussi, parce que moi, je ne parierais pas là-dessus. Parce que Angers, même si évidemment, Mousse l'avait rappelé, ce sera le dernier match de Stéphane Moulin avec le SCO d'Angers. Ces joueurs voudront évidemment lui donner la victoire pour le dernier match, mais bon, Angers est 12e, n'a plus rien à jouer et assuré du maintien. Donc, On m'avait dit pareil pour Saint-Etienne. Tout le monde m'a dit mais n'importe quoi, tu racontes des conneries, etc. ouais. Bah écoute, on verra bien, mais c'est vrai que ce serait une grosse cote aussi. Mousse, c'est quoi ton sentiment toi, par rapport au classement quand tu vois que Paris, il reste une journée et tu as un point de Lille avec même une meilleure différence de but? Est-ce que tu penses pareil que Mbappé? D'ailleurs, Mbappé avait rectifié parce que ça avait fait un peu polling dans le camp d'en face chez les Lillois. Donc Kylian Mbappé avait apporté des précisions, il avait mis un post sur Instagram en écrivant ceci, et Mousse, je te ferai réagir dessus. Lille fera un beau champion s'ils sont couronnés, mais avec 8 défaites, si nous perdons le titre, on est les seuls responsables. D'accord aussi avec la suite des propos, Mousse? Bah, je suis d'accord avec cette déclaration. Je n'étais pas d'accord avec la première. Là, oui, je suis là-dessus. Mais sur la première, j'étais pas tout à fait d'accord parce que il faut pas oublier que Lille a fait quand même de gros matchs, notamment le match à Lyon où ils reviennent. On peut pas dire que ce soit uniquement nous qui perdons le championnat. Évidemment, on a fait 8 défaites. Je crois qu'on en a fait 3 ou 4 au Parc des Princes. Donc ça, tu le payes à la fin de saison. Maintenant, est-ce que Lille mérite d'être champion? Je ne dis pas qu'ils méritent d'être champion. En tout cas, s'ils le sont, ça ne sera pas volé. Encore une fois, face aux 4 premiers, ils ont fait de très bons matchs. Nous, face aux 4 premiers, on s'est souvent cassé la figure. Donc voilà, après, c'est une année particulière, c'est une saison particulière, ça on l'a répété assez souvent. C'était compliqué, il y a eu beaucoup de cas de Covid, il y a eu des blessures, il y a eu des suspendus. On a eu que très rarement le groupe au complet aussi. Ça, il faut le dire. À chaque fois, Pochettino, il fallait qu'il bricole un peu, il fallait qu'il fasse des associations improbables. Et donc, tout ça réuni fait que le PSG se retrouve dans cette situation. Maintenant, on l'a tous dit, il reste un match. Nous, on va à Brest, hein, c'est ça? Exactement. Bon, Brest, normalement, ça devrait être une formalité. Je vois pas, en tout cas, je vois pas les Parisiens lâcher le match. Je pense qu'ils sont archi motivés. Le match qu'ils ont fait hier, alors même si effectivement il y a un carton rouge assez rapidement et que l'adversité elle n'est pas top, malgré tout, ils ont quand même fait, pour la plupart, peut-être pas tous, mais pour la plupart, ils ont quand même fait un match sérieux. On a vu du beau jeu. Alors après, c'est vrai que parfois, ils ont un peu abusé de dédoublements, de petits lobes, de machin. Bon, je pense que aussi ils voulaient se faire plaisir parce que c'était le dernier match au parc sur une belle pelouse, ça c'est assez logique, mais ils ont quand même été sérieux. Donc je pense qu'ils vont rester sérieux, que ce soit mercredi face à Monaco et dimanche prochain face à Brest. Euh, Face à Angers, Lille n'aura pas d'autre choix que de gagner. Yacine l'a rappelé, un match nul et une victoire du PSG, bah, le PSG sera champion sur le finish. Et, Ah oui, ce qu'il faut dire aussi, c'est que Lille n'a pas le choix. Elle ne peut pas faire nul. Exactement. Non, il faut qu'il gagne. Avec évidemment une victoire du PSG combinée. Exactement, il faut que Paris gagne et il faut que Lille gagne aussi s'il va être champion. Sinon, tout autre résultat qu'une victoire, eh ben, ils finiront deuxième et puis et puis, ils auront que leurs yeux pour pleurer. Mais ça peut être aussi un beau titre hein, si on arrive à les coiffer au poteau. En termes d'émotion, en tout cas pour les supporters, voilà, c'est un peu comme le but de Cavani au Vélodrome qui éteint les supporters. Ça fera à peu près ce même genre de sentiment. Donc, si le scénario est celui-là, c'est-à-dire que tu gagnes la Coupe de France et que tu coiffes Lille au poteau dimanche prochain, honnêtement, on ne pourra pas dire que la saison soit foirée. Il y aura eu des regrets, il y aura eu des choses qui sont mal passées, mais au final, si tu fais une demi-finale de Ligue des Champions et tu remportes 2 titres, eh ben, chapeau aux Parisiens et chapeau à Pochettino. Yacine, j'ai une petite stat sur le classement. Là. Donc, comme je le rappelais, Paris est à 1 point de Lille leader. Donc, seul 1 point sépare Lille et Paris avant la dernière journée de Ligue 1 de la saison, soit le plus faible écart entre un leader et son dauphin à ce stade depuis la saison 2000. Il faut remonter à la saison 2001-2002,
pour retrouver trace où il y avait un seul point d'écart entre les deux premiers à la J37. C'est Non. Lens qui avait un point d'avance. Lens qui avait un point d'avance sur Lyon, mais l'OL avait été finalement champion. Parce qu'ils s'étaient rencontrés à la dernière journée aussi. Et voilà, exactement. C'est l'avantage. Et l'année du titre de Montpellier en 2012, pareil, il ne devait pas avoir grand-chose. Il y a 3 points. Il y avait 3 points, d'accord. Ok, ça marche. Et bon, Yacine, au-delà de ça aussi, Brest doit jouer quand même son maintien parce qu'ils sont 16e au classement, ils ont 41 points. Nantes, qui est 18e barragiste, est à 40 points. Ils vont jouer leur peau quand même. Donc, contrairement à Lille qui joue contre Angers et qui n'a plus rien à jouer, Brest, ils vont devoir se sauver aussi. Hein. Ouais, ils jouent leur peau pour moi parce qu'en fait, comme il y a Strasbourg-Lorient et qu'un nul arrange les deux équipes. Ou l'average. Mais si, parce qu'en fait, ils ont tous le même nombre de points. Donc, si Brest perd contre Paris et qu'il annule Lorient-Strasbourg, en fait, Lorient et Strasbourg seront devant. Donc, si Nantes gagne, Brest est 18e. En fait, celui qui est dans la situation la plus compliquée dimanche prochain, c'est Brest, parce qu'il joue Paris. Ouais. Et en fait, Nantes joue Montpellier. Alors, pour vous rappeler, Nantes est 18e, donc avec 40 points. 17e Lorient avec 41 points. Brest 16e avec 41 points. Strasbourg 15e avec 41 points. Ah oui, s'ils font match nul. Voilà, ouais. Et Bordeaux 14e avec 42 points. Et Reims, justement, dont on parlait, l'adversaire qui a perdu contre Paris hier, est à 42 points et 13e. Ouais, parce que si Strasbourg bat Lorient, en fait, Lorient et Brest sont ex-aequo et c'est Brest qui est devant Lorient. Voilà. Mais le truc, c'est que Strasbourg-Lorient, franchement, quand tu vois un peu la journée, comment elle est, ils ont presque intérêt à pas le jouer le match. Et à attendre le 0-0 parce que malheureusement, le nul, il va pratiquement les sauver. Ça va faire des passes à 10 à la fin, là. C'est clair. Bah, là, c'est clair. Hein. Donc voilà. Donc oui, effectivement, Brest, ce ne sera pas le match de fin de saison où l'équipe adverse, elle joue rien, elle est là pour se faire plaisir. Et puis, bon, après, ça peut tourner dans l'autre sens quand elles se font plaisir, les équipes en fin de saison. Mais en tout cas, voilà, des fois, tu es mené 2-0, tu vas pas aller taper pour aller chercher le match nul, etc. Bah, ce ne sera pas le cas. Brest joue son maintien. Donc, oui, ça va être un match compliqué. Maintenant, encore une fois, c'est toujours pareil. Là où tu peux rejoindre Mbappé, c'est que si tu ne gagnes pas à Brest, c'est toi qui l'auras cherché aussi. Paris doit être capable de s'imposer tranquillement à Brest. Donc voilà, écoute, T'es d'accord, toi, Yacine, avec ce que j'ai posé la question à Cédric et à Mousse sur ce qu'a dit Mbappé? Ouais, mais moi je suis d'accord parce que tu sais, en fait, je comprends la forme. Si tu veux, tu as perdu 8 matchs. Donc, c'est ta faute. Après, on peut tout expliquer. Maintenant, la vérité, c'est que tu as perdu 8 matchs et tu es qu'à 1 point du premier. Et d'ailleurs, Lille, s'ils sont champions cette année, ils vont être champions avec 83 points. Je pense que c'est pas loin d'être un des plus faibles champions en termes de points des 10 dernières années. Donc, ça veut dire quelque chose. C'est-à-dire que Monaco, quand ils sont champions l'année où ils sont champions devant Paris en 2017, ils ont plus de points. Ils vont le chercher vraiment. C'est-à-dire que Paris ne perd pas 8 fois. Je l'ai, tiens, j'ai le classement actualisé. Ils avaient c'est l'année 2016-2017. Ouais. Ils avaient été champions avec 95 points et Paris avec 87. Bah, t'imagines. Ouais. Donc bah, évidemment que c'est le PSG qui a perdu le titre. Après, j'ai envie de te dire, bah, oui, tu as perdu le titre, mais tu n'as rien fait pour non plus t'éviter d'être dans cette situation. Donc voilà, on peut revenir sur les matchs de Nantes, les attitudes à Lorient, les matchs où tu mènes 2-0 et tu perds, les matchs où tu joues pas du tout et tu perds au parc. Parce que tout à l'heure, on se disait 3 ou 4 défaites, je crois que c'est 5 défaites au parc cette saison. 5 défaites au parc, je crois. Ouais. Enfin, voilà, c'est juste. Enfin, oui, tu l'as perdu toi-même. Voilà, tu peux retourner le problème dans tous les sens. Après, ça passe mal parce que les mecs te disent ah ouais, mais ça veut dire que sans toi, bah oui, c'est la vérité, c'est tout. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que tu es encore en vie. Il reste un point. Il y aura un point à aller chercher, enfin, un point à reprendre. Voilà, c'est vrai que la dernière journée, ce qui est intéressant, c'est que tu vois, Strasbourg-Lorient, par exemple, on parlait du match nul, mais en même temps, ils peuvent toujours ne pas trop jouer, mais en fonction de ce qui va se passer ailleurs, ils peuvent se décider à jouer d'un coup. Ouais, parce que si Nantes gagne, Lorient, ils sont barragistes. Hein. Bah oui. Donc, non, Montpellier n'a plus rien à jouer non plus. Hein. Donc, voilà, en plus, donc, ça va être super intéressant à suivre en espérant. Moi, je suis comme vous, c'est-à-dire que j'avais vécu parce que je ne suis pas supporter de City, donc je m'en fous, mais comme je suis les championnats, le titre de City il y a 5 ou 6 ans, à la dernière minute avec le but d'Agüero. Agüero, ouais. Voilà.
Écoute, moi, si je peux vivre ça, je suis preneur. Mais les Ah gars, oui. vous imaginez les supporters de Liverpool hier avec le but d'Alisson aussi? Mais non, mais bien sûr, c'est un truc de fou. Hier, il s'est passé des choses en J'étais Europe. devant le match, c'était un truc de dingue. Ouais, ouais. Et c'est toujours des trucs comme ça dans le foot, parce que tu sais, c'est Alisson qui marque un but de la tête à la dernière seconde. S'ils ne gagnent pas, ils ne sont pas qualifiés en Ligue des Champions. Enfin, c'est toujours Voilà, des c'est pour ça. c'est incroyable. C'est ce qui fait la Eh, beauté. 0-0 à Angers, PSG Brest 0-0, Navas qui monte et qui marque le but. Écoute, moi, si je peux vivre ça une fois dans ma vie, je prends. D'ailleurs, apparemment, c'est mon coloc qui m'a dit ça, que quelqu'un avait mis un 1 euro sur le but d'Alisson hier pour le match. Et il avait pris 1600, plus de 1600 euros, je crois, en mettant 1 euro. Donc voilà, c'était la grosse cote. Si vous voulez mettre 1 euro sur Navas la semaine prochaine, regardez les cotes parce que ça peut être sympa quand même. Non, mais du coup, Cédric, on va vivre un multiplex d'anthologie alors la semaine prochaine. Ça se joue la course au maintien, la course en Europe, la course pour le podium. Parce que même Monaco et Lyon, hein, derrière Paris et Lille, ils sont C'est pas pour la troisième place. Hein. ça joue, il y a de l'enjeu partout, quoi. Ouais, non, franchement, la dernière journée, elle va être top. Et tu as deux types d'équipes qui n'ont plus rien à jouer. Tu as celles comme Nice, qui n'ont plus rien à jouer et qui en ont rien à foutre, qui en ont vraiment rien à foutre. Et tu en as comme Angers ou Saint-Etienne, tu vois, qui jouent un peu le truc. Donc je préfère franchement qu'ils jouent contre Angers le dernier match que contre Nice, tu vois. C'est D'ailleurs, vraiment. on a vu contre Nice il y a 2 semaines. Hein. Ouais, bah alors Nice, c'est vraiment, mais ils en ont plus rien à foutre et puis ça joue pas du tout. Et en bas du classement, ouais, attention, en bas du classement, c'est ce qu'on disait. Nantes, ils vont tout donner. Moi, je pense qu'ils vont gagner Nantes. Donc derrière, le match nul entre Strasbourg et Lorient, je suis pas convaincu quand même. Hein. Alors, écoute, on verra ça. Mais en tout cas, alors pour quand même, bon, maintenant qu'on a fait le point au classement, Cédric, sur le match d'hier du Paris Saint-Germain. Donc, victoire 4-0, Paris a fait le boulot. On peut dire que le match a tourné dès la 13e minute avec le carton rouge pour le capitaine Rémois, Younis et Abdelhamid. Avec cette main, évidemment. Alors, cette main qui a fait d'ailleurs un peu parler, bon, pour moi, je vois pas. Alors, c'est la double peine qui a fait un peu parler parce que il pouvait évidemment qu'il y a penalty et que Clément Turpin devait donner le penalty, mais c'est le rouge. Toi, tu as vécu comment? Enfin, parce que j'ai vu beaucoup de réactions sur Twitter hier sur ce carton. Bah, moi, bon, attends, après, t'es content, forcément, tu vois un rouge en face, mais je trouve que c'est dur. Pour moi, le penalty, oui, il n'y a rien à dire, mais carton rouge sur ça, le mec, il fait pas non plus exprès de mettre la main pour récupérer le ballon, il glisse. Franchement, c'est hardcore. Le rouge, moi, je suis pas pour. Après, penalty, oui, il est indiscutable. Là, je veux dire, celui qui dit qu'il n'y a pas penalty, c'est impossible. Mais la double peine sur cette action, personnellement, je trouve ça un peu dur. Mousse, donc Paris a fait le boulot. Pour la compo départ, on va rappeler la compo quand même de départ côté parisien. Je me suis noté, voilà, avec Keylor Navas au goal, Colin Dagba à droite, Marquinhos, Kerrer, Bakker, Herrera, Danilo, parce que Gay et Abdou Diallo ont été sortis du groupe juste avant le match pour des problèmes gastriques apparemment. Voilà, je ne sais pas, des problèmes digestifs. Voilà, c'était donc peut-être une petite gastro des familles, je ne sais pas. Di Maria, Neymar, Draxler pour l'attaque et puis Mbappé en numéro 9. Voilà, Paris a été sérieux, a fait un match, plutôt un bon match. On a vu un bon Kylian Mbappé qui a été buteur encore une fois. Je rappelle les buteurs, un Neymar sur le penalty, Kylian Mbappé il a bien profité de la mauvaise passe du défenseur rémois. Marquinhos, la spéciale maintenant sur corner de la tête. Et puis Moeskin qui est venu paraffer la grande victoire des Parisiens. 4-0 pour les Parisiens. Bah, écoute, ouais, comme je le disais en préambule, c'était un match plutôt sérieux du PSG. Évidemment, c'est un peu plus facile lorsque ton adversaire se retrouve à 10. Sur le penalty, bah, écoute, c'est à l'appréciation de l'arbitre. Hein. En gros, s'il met rouge, c'est qu'il estime que c'est une main volontaire pour empêcher le ballon de rentrer dans les cages. Après, c'est un tacle glissé, même au ralenti, tu sais pas, parce que la position du corps. On voit qu'il essaie de l'enlever. Voilà, c'est sur le ralenti, mais du coup, l'action, elle va très, très vite. Je pense que c'est difficile à déterminer, mais après, oui, tu peux accepter le rouge comme tu peux le contester, mais là, honnêtement, c'était difficile pour l'arbitre de prendre une décision. Il l'a prise, tant mieux pour le PSG. Mais je pense que de toute façon, même sans ce carton rouge, je pense que le PSG a tellement maîtrisé la rencontre qu'il n'y avait pas de doute sur le fait qu'il la remporte quoi qu'il arrive. Et encore une fois, moi, j'ai beaucoup aimé encore une fois Mbappé, qui, ça fait à peu près 2 mois, qui revient dans un meilleur état d'esprit. On le voit beaucoup moins son côté individuel. Il est beaucoup plus altruiste. Il cherche constamment ses partenaires. Marquinhos, pareil, hein, c'est quasiment un sans faute sur toute la saison.
Et quand il n'est pas là, on le voit tout de suite. Hier, il est derrière, il est devant. Il y a un moment, il est en position numéro 9 pour récupérer un ballon de Neymar, je crois. Il essaye de mettre le but. C'est vraiment un joueur formidable et on ne peut jamais douter de la sincérité et de l'amour qu'il porte au club, ce joueur-là, Marquinhos. Donc, honnêtement, voilà. Pour le reste, la compo, elle était cohérente, pas de soucis. Danilo, j'ai trouvé même plutôt bon. Je ne sais pas ce qu'en pensera Yacine, il nous le dira tout à l'heure. Mais non, c'était un match sérieux. Maintenant, j'ai vu beaucoup de commentaires et on en parlait avec Cédric juste avant le démarrage sur le fait que Pochettino n'avait pas changé assez vite. Même Yacine, je crois, qu'il a fait un tweet. Après, moi, je pense que en face, ça jouait. Voilà, c'était pas des joueurs dangereux, les Rémois. C'était un match plutôt correct. Le PSG avait l'air bien. Je pense que Pochettino les a pas sortis tout de suite parce qu'il sentait que c'était plutôt fluide et qu'ils arrivaient à se trouver assez facilement. Peut-être un peu moins pour Neymar qui a perdu beaucoup de ballons encore hier et qui lui aussi parfois a abusé des On parlera 1 contre 1. On parlera Ah ouais. Mais quand honnêtement, sinon sur les changements de Pochettino, je n'en veux pas d'avoir tardé un peu parce qu'encore une fois, le match était correct. Et les joueurs s'entendaient plutôt bien. Il y a eu pas mal de dédoublements, d'échanges. Donc ça, voilà, pour moi, il y a pas de souci là-dessus. Sur les entrées, ouais, j'ai trouvé Keane, ouais. Même s'il a mis un but, je ne l'ai pas trouvé top. Je sais pas. J'ai l'impression que c'est difficile pour lui en cette fin de saison. J'espère que si on garde, ça sera mieux, parce que moi, j'aime beaucoup ce joueur. Et puis, on parlera de Neymar tout à l'heure. Je donnerai mon avis alors. Cédric, avant que j'aille voir Yacine, tu as levé le doigt. Ouais. Il y a aussi, en fin de jeu, à la 40e, il y a la rentrée de Rafinha. Aussi sur, oui, c'est vrai, j'ai oublié, pardon. Alors, et qui a fait un bon match aussi, ouais, c'est vrai. Voilà, sortie de Draxler, entrée de Rafinha à la 40e. T'as aimé le match de Rafinha, Cédric? Comment? T'as aimé le match de Rafinha? Ouais, moi j'aime bien ce joueur, moi. Moi, Rafinha, je l'aime bien. J'aimerais qu'on le garde. Franchement, c'est un bon. Quand Verratti n'est pas là, c'est un bon chef d'orchestre. Il trouve bien les espaces. Il est intelligent. Moi, j'aime bien Rafinha. Après, voilà, je te rassure, Cédric, il ne devrait pas bouger. Hein, donc, Ouais. Donc, non, il est bien. Après, quand tu parlais de Marquinhos qui partait en numéro 9, faut dire qu'il était hyper rassuré par sa défense. Quand tu as Bakker, Kerrer et Dagba, tu sais que tu peux monter. Voilà, bon. 10 contre 11. Non, de toute façon, vu l'adversité, ils n'ont pas eu beaucoup de taf non plus. Donc, comme je le disais, tu as même l'impression qu'il a même fait un bon match, Kerrer en défense centrale, parce qu'il y a quasiment rien eu en face. Donc, bon, c'est pas très, très grave. Juste pour faire le parallèle entre Mousse et Yacine qui va arriver derrière, pour parler de Pochettino, c'est pas uniquement sur ce match-là qu'on parle des changements tardifs. Là, on l'a remis un peu en lumière, mais je pense que Yacine va appuyer dessus, mais c'est vraiment sur tous ces changements qui sont tardifs sur tous les matchs. Ah ouais, je suis d'accord, sauf qu'il y avait des matchs où effectivement tu devais le faire et il ne l'a pas fait. Moi, je parle uniquement du match d'hier. Bon, voilà, il a fait des changements à la 75e ou la 70e, je ne sais plus. Voilà, encore une fois, en face, c'était correct. Il n'y avait pas de risque de blessure a priori. Donc, voilà, ce n'était pas très, très grave. Alors, petite info pour la sortie de Julian Draxler à la 40e. J'ai demandé à Olivier Talaran, qui était en bord terrain hier sur le match au Parc. Et il m'a dit qu'il avait une petite gêne aux ischio-jambiers. Voilà, c'était la raison de sa sortie. Parce qu'au début, on l'avait pas vu boiter ou autre, mais apparemment, voilà, c'était pas non plus un problème au ventre, etc., un mal de tête ou autre. C'était apparemment un petit problème aux ischio-jambiers. Rien de très très grave, apparemment, pour Draxler. J'espère qu'il sera disponible pour la finale mercredi. Yacine, toi, justement, quel est ton sentiment par rapport au match d'hier? Qu'est-ce que tu as retenu de ce match qui a évidemment été rendu facile par l'exclusion de Abdelhamid? La première chose, c'est que dans un match bidon, on parle de Turpin, comme d'habitude. Bon, c'est cadeau, mais parce que y a le carton rouge. Mais après, il y a une obstruction énorme sur Mbappé et il y a la poussette sur Mbappé en deuxième mi-temps. Donc le mec siffle pas penalty parce qu'il y a 2-0, 3-0. Enfin, tu sais, mais en fait, à un moment donné, il va falloir expliquer aux arbitres que vous n'êtes pas là pour arrondir les angles. Vous êtes là pour arbitrer. Il y a faute ou il n'y a pas faute. S'il y a faute, même s'il y a 8-0, il y a penalty, stop. Donc bref, Turpin comme d'habitude. Sur le reste. C'est ça que t'as retenu, toi. Non, mais parce que en fait. Son copain Turpin. Non, mais parce que en fait, pour moi, l'arbitre fait partie du match et c'est lui aussi qui rend un match plaisant. Le match, il a vite été plié à cause de Turpin. Voilà, moi je suis d'accord avec Mousse. Application stricte du règlement, tu mets rouge. Maintenant, si tu es un peu intelligent, le mec il se jette, il tacle, il empêche le but, penalty, carton jaune. De là aller jusqu'au rouge, franchement, si tu mets rouge là-dessus,
Je pense qu'il y a beaucoup de matchs qui vont se finir à 9 contre 9, mais bref. Après, pour le reste, j'ai trouvé le PSG sérieux, cohérent, plutôt fluide en première période. Après, évidemment, quand tu mènes facilement, que tu es à 10 contre 11, on a vu des actions où tu es retombé un peu dans les travers des joueurs qui tentent des choses individuelles, qui frappent alors qu'ils ne doivent pas frapper. Enfin bref, après, tu vas pas. Enfin voilà, je vais pas être tout le temps négatif, mais c'est vrai qu'on a bien aimé le début de match, je trouve la première demi-heure, parce que je trouvais qu'il y avait moins de dribbles. Il y avait plus d'échanges de passes, etc. Donc c'était plus intéressant pour un match comme ça. Après, sur le coaching, Ça je sais ressemblait pas. d'ailleurs à la première mi-temps face à Montpellier, Yacine. Hein. C'est à peu De près quoi? dans le même état Ouais, d'esprit. Ouais, Hein. exactement. Ouais, ouais. Après, sur le coaching, il y a une chose, c'est que moi, quand je parle du coaching, parce que j'avais tweeté dessus, je parle pas forcément de. Bon, ce qu'a dit Mousse, c'est vrai, Reims, c'est pas une équipe agressive qui va te déboîter et tu vas perdre des joueurs. Moi, quand je parle de ça, je le redis, dans une saison normale, j'aurais même pas tweeté. D'accord? Guardiola, que ce soit à City cette année, mais même avant, Guardiola, c'est un des entraîneurs qui fait le moins de coaching en match. Des fois, il fait un changement dans le match. Le truc, c'est que cette année, on nous répète depuis le début de saison qu'il n'y a pas eu de préparation, que les joueurs sont fatigués, que les joueurs sont fragiles, que les blessures musculaires s'accumulent. Et au moment où tu mènes 3-0, alors que tu vas jouer une finale de coupe dans à peine plus de 48 heures, parce que le match finit à 23 heures, et que mercredi à 21 heures, tu es déjà sur le terrain, pourquoi prendre le risque alors que Draxler a un problème aux ischio, que mercredi, on en a rigolé, mais parce que c'est finalement moins grave que prévu, mais à la fin de la séance de tir au but, Gay court et se tient la cuisse. Donc Mbappé sort de 15 jours de blessure au mollet, ça veut dire que musculairement, tes joueurs sont fatigués. Neymar va pas jouer la finale. Donc que lui, il joue tout le match, ok, à la limite. Mais à un moment donné, je suis désolé, mais pourquoi se dire, je vais prendre le risque que musculairement un joueur se claque? La preuve, même dans les autres matchs, Abi, il se claque à Saint-Etienne. l'attaquant de Saint-Etienne, Charles Abi. Il y a eu plein de blessures musculaires cette saison et Paris a payé pour le voir. Donc, pourquoi aller jusqu'au bout de la 75e, 80e, 85e avec des joueurs qui vont rejouer mercredi et dont tu vas avoir besoin? Parce que malgré tout, il y a mercredi et dimanche, c'est pareil. C'est-à-dire que là, tu ne peux pas te dire, bon, à la limite, mercredi, ils vont enchaîner, mais dimanche, ils vont être au repos. Tu as des joueurs là, puisque tu vas être obligé de mettre tes deux équipes type, entre guillemets, en tout cas des joueurs dispo, sur les deux matchs, parce que finale de Coupe de France et le titre à aller chercher malgré tout, parce qu'il va falloir aller gagner à Brest. Pourquoi prendre ce risque-là? En fait, c'est ça que je ne comprends pas. Et tu as un Mais banc tu parles pour quel joueur, par exemple? Parce que pour Mbappé, face à Montpellier, il n'a pas joué le match en entier, il était sorti. Tu vois ce que je veux dire? parce Donc, qu'il était déjà toi fatigué. c'est par rapport à quel joueur? J'imagine Di Maria, Mbappé, Marquinhos, c'est ces joueurs-là. Marquinhos aussi. Oui, Marquinhos. mais tu peux penser à Marquinhos parce que quand tu mènes 3-0, c'est pareil. T'as pas Kimpembe. Tu te rends compte que si Marquinhos, parce que Marquinhos, c'est un joueur quand même qui a souvent été blessé au niveau des adducteurs. Qui revient de Imaginons que blessure il n'y a Marquinhos, pas il pousse longtemps. un peu, il se blesse là à la 83e. Et ben, qu'est-ce que tu fais? Tu vas partir à la finale de la Coupe de France avec Kerrer et Diallo dans l'axe? Tu vois? Donc, encore une fois, je sais qu'il n'y a pas de vérité. Tu vois, je ne veux pas donner ça comme une leçon, genre en gros, il n'a rien compris. Je comprends les choix. J'explique que moi, je vois les choses un peu différemment. Encore une fois, pour cette saison, d'accord? Qu'on soit bien d'accord là-dessus, pour cette saison, sans préparation, etc., puisqu'on nous l'a répété toute l'année. Voilà. Bref, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Paris a été sérieux, a été cohérent. Voilà, et on voit quand même que cette équipe est mieux quand les joueurs lâchent le ballon. Voilà. On ne le dira jamais assez, mais quand ils décident de lâcher le ballon, même si c'est que Reims, on a vu des matchs contre des équipes moins bonnes que Reims être plus pourris que ça. Donc voilà, c'est une équipe qui a besoin de lâcher. C'est dommage que ce ne soit pas arrivé assez souvent cette année, et notamment sur ce que dit Mousse, l'attitude d'Mbappé. Oui, il est moins personnel, il est plus juste, plus simple. Et même dans son attitude, il y a moins de gestes d'énervement quand il ne reçoit pas le ballon. Il y a eu des applaudissements, il y a eu des encouragements, voilà. Bah, j'ai envie de dire, oui, c'est ce qu'on a envie de voir en fait dans une équipe. Après, qu'il y ait des tensions de temps en temps, ça arrive dans un match, mais il ne faut pas que ce soit tout le temps, tout le temps, tout le temps, quoi. On a même vu Pembele rentrer à la fin de match, en fin de match à la Il doit 86. faire 1 minute 30. Bon, il y avait 3-0. Hein. Il y avait 3-0. Mais voilà, écoute, au moins on sait qu'il peut jouer, hein, parce qu'on ne savait même pas s'il était apte. Il est vivant en tout cas. Parce que, comme il n'avait même pas le droit de jouer 5 minutes.
Enfin voilà. Vous parlez d'Mbappé, quand même, petite stat sur Kylian Mbappé qui a été buteur hier pour le deuxième but du match. Kylian Mbappé, donc, qui a inscrit hier son 40e but avec Paris en 2020-2021, toutes compétitions confondues, 26 buts en Ligue 1. C'est son meilleur total sur une même saison. Donc en ce moment, c'est vrai qu'il est inarrêtable, Kylian Mbappé. Et surtout, comme disait Yacine, il est concerné par le collectif. Et ça, c'est ce qui fait quand même la différence. Ouais. Est-ce qu'on comptabilise la passe décisive du Rémois ou pas? Au Non. but de Mbappé. Ah, Non, c'est vrai. je comprends pas. Non, il est concerné. Après, plus en deuxième partie de saison, je vais souligner quand même depuis l'arrivée de Pochettino, je trouve. Voilà. Parce que début de saison, c'était pas tout à fait la même chose. Donc ouais, moi ça me fait plaisir de le voir comme ça, de le voir collectif. C'est même Neymar que j'aimerais voir un peu plus dans ce style-là, lâcher le ballon plus vite, etc. Puisque c'est quand même beaucoup plus fluide et puis c'est notre jeu. Et je trouve qu'on joue mieux comme ça, plutôt qu'aller chercher les gris-gris tous les 2 secondes. Ce que faisait Mbappé aussi en début de saison. Toujours à chercher la différence tout seul, à partir sur le côté, à essayer de dribbler 2-3 joueurs. Il faisait un peu du Neymar. Et il râlait après. Enfin bon. Donc là, je trouve voilà, il rayonne, on le trouve plus facilement. Il applaudit, comme tu dis. Yacine, les coéquipiers. Enfin, c'est cool, franchement, de voir Mbappé comme ça. Et en plus, ça se ressent dans son jeu et ça se ressent dans ses statistiques aussi. Donc ouais, c'est tout bénef, en espérant qu'il reste avec nous. Parce qu'on sent la différence quand il est là et quand il n'est pas là. Il nous a beaucoup manqué contre City, notamment même au match aller, puisqu'il jouait sur une jambe. Et c'est là que je rejoins ce que disait Yacine par rapport à cette saison qui est très particulière. Et sur le coaching, justement, sur les remplacements qu'il faut faire un peu plus tôt, etc. Qui aurait peut-être permis d'avoir Mbappé un peu plus en forme sur la double confrontation de City. Enfin voilà, c'est une saison qui est très particulière. Mais voilà, je suis très très content de voir Mbappé comme ça. Avant de se projeter sur la finale de Coupe de France mercredi, Mousse, on en parlait un peu tout à l'heure, et Cédric revenait un peu dessus, sur Neymar quand même, qui, alors au-delà du but qu'il a mis sur penalty, où il est pratiquement injouable sur cet exercice, et la passe d'ess pour le corner son corner sur la tête de Marquinhos, il a quand même été parfois exaspérant. Enfin, ouais, après, ce sont mes mots, hein, mais sur certaines situations où il garde le ballon, où il doit la donner. Et puis, alors, oui, évidemment je comprends les gens, les commentaires, ils vont encore dire ah, vous répétez sur Neymar. Et oui, mais parce qu'on dit ce qu'on voit. Et Neymar, hier, je pense que avant qu'il y ait le troisième but marqué, Paris peut déjà être à 4-5-0 s'il joue mieux le coup sur certaines actions et qu'il la lâche plus rapidement au lieu de revenir derrière ou d'essayer de faire différence sur 3-4 joueurs. Je ne sais pas si toi, Mousse, tu as vu le même match que moi, mais moi, Neymar, je l'ai trouvé qu'il avait perdu encore un nombre incalculable de ballons hier soir. Bah oui, enfin, je pense qu'on a tous vu le même match. Après, moi, je pense que pour cette saison, il faut faire le deuil d'un bon Neymar, j'ai envie de te dire. Tu vois. Je pense que cette saison, il a vécu beaucoup de choses. Bon, là, certes, il a prolongé, mais il a été la cible de beaucoup de critiques et parfois à juste titre. Hein. On va pas, nous-mêmes, on a contribué à ça. Hein. Mais je pense que Neymar, voilà, c'est une saison longue, c'est une saison compliquée. Il a été blessé, il a eu le Covid, il a été suspendu, il y a eu pas mal de choses. Alors, ça n'excuse pas son attitude sur le terrain, bien évidemment, mais il reste 2 matchs. Il sait déjà qu'il ne participera pas à la finale et je pense que ça lui fait mal parce qu'une finale, c'est toujours, quand tu as un joueur comme lui, une finale, surtout face à une équipe comme Monaco, bah, j'imagine qu'il a, voilà, il a un peu les boules Après, Paris voulait pas, j'ai vu que Paris voulait faire appel pour que ça soit pour ça. En fait, mais ils réfléchissent à faire appel pour qu'il joue la finale, mais à ce moment-là, il ne jouera pas Brest. Ou alors ne pas faire appel pour pas qu'il joue la finale et qu'il joue Brest. On est entre les deux. Le problème, c'est que ça ne dépend pas que de Paris. De toute façon, même si tu fais appel, il faut que le CNOSF il trouve un médiateur. Enfin, je sais pas très bien la règle, mais avant mercredi. Et puis, donc, ils font ce qu'ils veulent. S'ils décident de ne pas intervenir avant le match, et ben, même si tu fais appel, ça ne servira pas à grand-chose. Donc, voilà, moi j'ai fait le deuil de Neymar cette saison. J'attends de le voir la saison prochaine avec des vacances déjà, parce que lui aussi va enchaîner la Copa América. Les JO. Non, non, je pense que le PSG, de toute façon, le PSG, alors à moins qu'il y ait un accord secret dans la prolongation, mais de toute façon, ça on suppute parce qu'on n'en sait rien. Je ne vois pas le PSG, après la saison que tu as eue et le nombre de matchs que tu as effectués, alors pas pour Neymar parce qu'il n'a pas fait beaucoup malheureusement, mais je ne vois pas, parce que le PSG, c'est en dehors des dates FIFA, hein, ils ne sont pas du tout obligés de les laisser partir et je pense qu'ils ne le laisseront pas partir. Donc, s'il fait une Copa América en espérant que le Brésil n'aille pas trop loin pour qu'il puisse aller en vacances, pour qu'il puisse revenir assez tôt et participer au début de saison avec une véritable préparation, même si elle sera un peu tronquée parce que forcément, il aura des vacances.
Donc voilà, moi je pense qu'on verra la saison prochaine le comportement. Si effectivement, après une bonne période de repos, une bonne préparation, il se remet dedans, qu'il est sérieux, qu'il est moins individuel et sans doute qu'il nous apportera des points importants, je pense qu'on sera tous heureux de retrouver un très très bon Neymar, comme le Neymar du début, hein, en 2017, etc. Donc voilà, moi, encore une fois, je fais le deuil cette saison, je n'entends plus trop grand-chose, mais par contre, j'attends de le voir après du repos, parce que psychologiquement, ça a été une saison qui était longue, ils n'ont pas eu beaucoup de vacances. Je pense que lui, c'est quelqu'un qui a besoin de ça, qui a besoin de se ressourcer au Brésil, avec sa famille, ses amis, etc. Donc, après tout ça, il va revenir, on croise les doigts pour qu'il soit dans un meilleur état d'esprit. Il a prolongé, il a eu ce qu'il voulait. Donc voilà, moi, je suis persuadé qu'avec une préparation et du repos, on aura un Neymar différent. Yacine, tu penses pareil que Mousse sur le match de Neymar et sur sa saison? Moi, je pense que physiquement, il n'a pas les jambes. On le voit sur certains appuis, en fait, il dribble, mais il n'arrive pas à accélérer. Il arrive pas, alors que normalement, c'est un joueur qui est plutôt tonique. Quand il est vraiment bien en jambes, et on l'a vu au PSG, même les premières saisons avant les blessures, quand il dribble et qu'il accélère, il est pratiquement inarrêtable. Donc là, on voit bien qu'il n'a pas les jambes, il n'a pas le coffre, déjà pour répéter, mais il n'a pas les jambes, donc la puissance musculaire pour pouvoir pousser et enchaîner derrière un dribble. Donc ça, c'est problématique. Je pense que de toute façon, il n'a pas joué assez de matchs en fait pour quelque part à un moment donné être dans un rythme de match. Il est blessé tous les 3 matchs ou alors il est suspendu. Donc en fait, il n'a jamais pu enchaîner et trouver ce rythme-là. Et rappelez-vous, l'année dernière, je crois, quand il commence à enchaîner en décembre, c'est là qu'il commence à exploser vraiment, ou en tout cas être au-dessus, parce que c'est un joueur qui a réellement besoin d'enchaîner les matchs. D'ailleurs, rappelez-vous, entre la double confrontation contre Dortmund, il joue pas avant Dortmund parce qu'il se blesse contre Montpellier, etc. Il revient à Dortmund, il n'est pas bon. Il enchaîne les matchs et le match retour, il est très très bon. Donc voilà, c'est un joueur qui a besoin d'enchaîner. Il enchaîne pas assez. Maintenant, je pense qu'il y a un autre problème avec Neymar aussi et qui rejaillit sur les autres. Ça me permet de parler de Bakker vite fait. Euh, je vais essayer d'aller vite parce qu'il paraît que je ralentis le rythme d'habitude. Non, non. C'est un message d'un mec sur YouTube pour ça. C'est un petit Ah, dédicace. Euh, non, en fait, Bakker, bon, on va pas revenir dessus, les lacunes, etc. Je voudrais juste expliquer l'impact qu'un joueur a sur un autre. C'est que on avait parlé des remontrances qu'il lui faisait en permanence. Mais hier, il y a une action symbolique, c'est que à un moment donné, Bakker fait un appel, il ralentit sa course parce qu'il pense que Neymar va pas lui donner. Finalement, Neymar lui donne et le ballon sort. Alors la passe de Neymar, elle est un tout petit peu forte. elle est trop forte. Je pense Oui, mais en fait, si Mais Bakker. s'il part dans le bon timing, Voilà. je pense qu'il Mais- peut l'avoir. Ouais, je suis d'accord Voilà. avec Et ça. pourquoi il y va pas? Parce qu'en fait, il le fait 10 fois par match. Et l'autre ne lui donne jamais le ballon. Donc en fait, à ce moment-là, il vient commencer à faire son appel parce qu'il doit être dans cette position, mais il ne le continue pas en vitesse ou à haute intensité parce qu'il se dit de toute façon, je vais pas y aller, il va pas me la donner encore. Donc il ralentit sa course et là, d'un coup, il lui donne. Vous pouvez revenir sur les interviews d'Mbappé, une interview d'Mbappé où il explique ça de Neymar en disant le problème de Neymar, c'est qu'il est tellement imprévisible que des fois, on ne sait pas s'il va nous donner le ballon ou pas. Et donc, en fait, il faut que toi, tu te conditionnes à toujours te dire, je dois faire les 20, 22, 26 appels. Il va me la donner une fois, ce sera celle qui va faire la différence. Mais en tout cas, moi, je ne peux pas m'arrêter. Mais c'est très dur pour un joueur de faire des appels et de ne jamais être servi. Et en fait, c'est là, moi, où Neymar, j'aurais voulu qu'il soit plus fort. Et je pense que malheureusement, on ne l'aura jamais parce qu'il va avoir 30 ans. En fait, Neymar, pour moi, c'est le joueur type qui doit te mettre en confiance. Donc, te donner le ballon et pas te pourrir parce que tu rates un centre. T'encourager. Parce qu'en fait, Bakker, pour moi, je vais le faire en chiffres, ce sera plus parlant. Bakker, pour moi, si c'est un joueur qui vaut 9 sur 20, en fait, avec la pression que lui met Neymar, c'est un joueur qui vaut 6 sur 20. Mais s'il te met en confiance, ça peut être un joueur qui vaut 11 sur 20. Et ben, pour moi, c'est ça les grands joueurs. C'est ceux qui vont t'apporter ce plus, comme on le voit en défense centrale avec l'histoire, la fameuse histoire Ramos-Varane. Varane tout seul, ça vaut 12 sur 20. Varane avec Ramos, ça vaut 14. Parce que quand il y a Ramos, le mec, il sait qu'il est intouchable, etc. Kimpembe avec Marquinhos, c'est pas Kimpembe avec Kerrer ou avec Danilo. Voilà. Et ben pour moi, c'est ça qui manque à Neymar, en fait. C'est le fait d'être aussi fort, mais d'emmener les autres avec lui. Et pas d'être aussi fort en disant, vous êtes, entre guillemets, désolé pour le terme, mais vous êtes de la merde, donc je joue pas avec vous, moi. Il faut que je joue avec des mecs forts. Et franchement, ce que je fais, je n'extrapole pas, parce que vous regardez les matchs de Neymar en Ligue des Champions,
Vous avez l'impression qu'il est. Et c'est ça. Voilà, dans l'attitude, il mais aussi. regarde, il fait ça. Voilà, et tu sais, il y a l'attitude. Il y a l'attitude avec ses partenaires, mais il y a l'attitude avec les adversaires. Regardez le Neymar en Ligue des Champions, vous avez l'impression qu'il est dans sa cour. Ah les gars, on est entre nous. Tu vois? Ouais. On est entre la haute société, donc je ne me permets pas de me comporter mal. On est entre grands joueurs, donc si Voilà. je te relève et je te fais une tape sur l'épaule, alors que si tu es un joueur de lien qui le fait chier, il va faire ça, etc. Et la dernière chose, pourquoi je croyais à ça? Parce qu'il ne faut jamais oublier le Neymar de 2014, ce qu'il est avec le Brésil. Et en fait, je ne comprends pas comment tu peux avoir été aussi fort, aussi imperturbable à la pression, aussi juste, porter l'équipe du Brésil à la Coupe du Monde dans ton pays, et en fait avoir changé de comportement à ce point. Parce que le Neymar de 2014, en tant que leader, il est extraordinaire. Tu vois? Et pourtant, il est plus jeune, alors que c'est l'inverse normalement. Quand tu es jeune, tu as le comportement de Neymar maintenant, et à 29 ans, il aurait dû avoir le comportement qu'il avait à 23 ans. Voilà. Ouais. En tout cas, on apprécie toujours autant ces métaphores scolaires, Yacine. Pour souligner ce que tu dis, Yacine, tu n'as qu'à regarder aussi un truc, le rapport entre Neymar et Bakker et le rapport entre Neymar et Bernat. Quand il y a Bernat, il joue beaucoup avec Bernat. Énormément. Ouais. Même c'est vrai. Oui, non, mais vas-y, Cédric, tu peux continuer dessus. Mais c'est vrai qu'il y a une vraie relation technique entre Bernat. Il voit qu'il Bernat, il fait l'appel, après il redemande, etc. Et que Neymar a tendance à le faire. Mais c'est pour ça que Bernat aussi a marqué quelques buts aussi intéressants avec nous et importants. Et il y a une vraie relation et il joue beaucoup avec Bernat, ce qu'il ne fait pas avec Parce qu'il a confiance en lui, en fait. Il se dit, lui, il est au niveau, je peux jouer avec lui. Exactement. Il fait partie de cette fameuse cour. Avec le club. Tu voulais réagir tout à l'heure, Cédric? Je te voulais lever le doigt sur Neymar ou tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, c'était ça. C'était par rapport à la relation, justement. Mousse. Tu nous as mis en arrière-plan, il faut que tu enlèves ça, là, parce que c'est pas possible. Qui a fait ça? Vas-y, c'est bon, vas-y, enchaîne. Non, je disais, voilà, justement, c'est ça, en fait, Neymar, tu vois que par rapport aux joueurs avec qui il est dans l'équipe, il va jouer plus ou moins avec Mbappé, il n'a aucun problème à filer des ballons de Mbappé. Avec Bernat, pareil. Mais dès que tu as Bakker, dès que tu as des joueurs comme ça, même Danilo ou d'autres joueurs, tu vas voir, il va faire moins de passes. Il va y avoir un jeu qui va être plus difficile dans les dribbles. En fait, il faut que tu appuies sur mode ensemble. Il est parti. Ah, mais il est parti. Donc, en fait, faut mettre vue grille. Faut que vous en mettiez vue grille. C'est bon, vous l'avez remis là? Mais c'est bon parce que, en fait, comme c'est moi qui je couperai la partie là. Je la couperai. Comme c'est moi qui enregistre et que moi je l'ai remis en mode gris, en fait, on ne le verra pas. J'ai remis. Non, donc voilà, donc Neymar, c'est juste ça. Après, moi j'ai juste une crainte, et je vous pose la question en fait. Ce qui va arriver, que ce soit Jeux Olympiques ou Copa ou l'Euro, est-ce que ça va pas continuer aussi cette saison qui est galère et nous faire commencer encore une saison galère au niveau de la prépa et tout? Moi je pense que oui. Après, le problème c'est que en fait, tu as l'Euro, tu as la Copa, tu as les Jeux Olympiques pour ceux qui vont y participer, même si normalement le PSG a le droit de dire non parce que c'est pas une date FIFA. Ouais, mais bon. Donc, non, mais bon, voilà, après, dans l'absolu, à un moment donné, il faut aussi que le club, avec ce qu'il donne aux joueurs, ouais. Voilà. Effectivement, et en fait, je pense les erreurs que les clubs font en général, c'est de miser sur les joueurs trop tôt dans la saison. Et en fait, je vais, entre guillemets, il n'y a pas d'idéal dans la vie, mais le scénario idéal, c'est de te dire, OK, ils participent aux compétitions auxquelles ils doivent participer. Et ensuite, te dire, vous avez par exemple 3 semaines de vacances, et les 3 semaines suivantes, vous ne jouerez pas les premiers matchs de championnat. On fera autrement. Vous allez partir sur une préparation, et à partir de la 4e semaine, commencer à les intégrer sans aussi les faire enchaîner. Par exemple, s'il y a 3 matchs en 10 jours parce qu'il y a le calendrier, ne pas les faire enchaîner. Voilà, il faut faire un choix et te dire, si Neymar doit jouer un match en septembre, Mbappé un match, et le deuxième match être remplaçant, c'est pas grave. Voilà. Parce que là, je rappelle, les Jeux Olympiques, la date, c'est du 23 juillet au 8 août. Après, il y a eu la liste de données pour le Brésil. Et Neymar n'est pas dedans, c'est parce qu'on avait vu circuler plusieurs choses, mais il y a eu la liste de données. Les prélistes, parce que les prélistes, elles sont 80 noms. Non, mais il y a eu la liste aussi de données officielles. Oui, mais parce qu'en fait, au début, il y a eu les prélistes comme Mbappé. En fait, Mbappé, dans la préliste des Jeux Olympiques, il faut savoir que l'équipe de France a proposé 80 noms. Oui. Donc, si tu veux, ils ont ratissé très large. Ça ne veut pas dire qu'il va participer. Donc voilà, après, le truc, c'est déjà un peu plus tôt les Jeux Olympiques, parce que d'habitude, ça finit vers le 25 août plutôt.
Donc, c'est déjà pas mal. Mais quoi qu'il arrive, quelles que soient les compétitions auxquelles vont participer tous ces joueurs, et vu la saison qu'on vient de passer, en fait, Ça va être compliqué. quelle que soit la date de fin, il faudra leur donner 3 semaines de vacances, quitte à les récupérer un peu plus tard dans la saison. Mais en fait, tu ne pourras pas y déroger parce qu'il ne faudra pas te plaindre. Si tu les reprends tout de suite en disant il y a des échéances tout de suite, le 8 août, tu es en finale des Jeux Olympiques, le 15 août, il faut déjà que tu sois à l'entraînement. Il ne faudra pas se plaindre que le 20 septembre, le joueur il soit pété pour un mois. Il faut faire attention au recrutement par rapport à ça, jurisprudence Krikoviak. Ah ouais, ouais, oui, tu vas déterrer un sacré transfert. Maintenant, on s'éclate au Lokomotiv Moscou. Ouais, C'est bien là-bas, c'est nickel. Mousse, ça y est, t'es de retour avec nous. Je suis désolé, j'ai reçu un appel et après ça a foutu le boxon. À chaque fois, c'est comme ça. Je suis vraiment désolé. Pas de soucis, Mousse, mais ouais, c'est pas grave, t'inquiète. On va, justement, alors Mousse, tiens, je vais venir avec toi pour se projeter pour mercredi soir prochain. Enfin, mercredi soir qui arrive, avec cette finale de Coupe de France contre Monaco au Stade de France. Il n'y aura pas de supporters, hein, ça avait été débattu, mais finalement, il n'y aura pas de supporters au Stade de France. Mousse, un avantage pour Monaco. Pour ne pas avoir de supporters. Ah, ils ont l'habitude. Ah ouais, mais tu sais que c'est un des clubs qui a le plus grand nombre de fans et à travers la France, ils ont beaucoup de supporters et qui se déplacent à l'extérieur. Je crois que c'est un des clubs qui a le plus de supporters qui se déplacent. C'est ça. Mais pas Louis II. Pas trop Louis II, non. Ils sont plus à l'extérieur de Monaco, de la principauté. Et Mousse, c'est l'occasion pour les Parisiens d'aller quand même décrocher leur deuxième trophée de la saison, hein, parce que je leur rappelle quand même que Paris a remporté le trophée des champions en janvier contre l'OM pour le deuxième match de Pochettino après son arrivée. Donc, on a tendance à l'oublier souvent, mais voilà, ça serait le deuxième trophée. Tu le disais tout à l'heure, Mousse, ça sauverait la saison. En attendant de savoir pour la Ligue 1, mais déjà une Coupe de France qui est quand même un trophée qui a une valeur pour le Paris Saint-Germain dans son histoire, ça serait quand même plutôt confortable et rassurant pour les supporters. Ah oui, évidemment, ça aurait été la Coupe de la Ligue, je t'aurais dit bon, ok, c'est la Coupe de la Ligue, mais bon, elle n'existe plus, Dieu merci. Mais la Coupe de France, c'est un véritable trophée et l'équipe du Paris Saint-Germain a toujours été une équipe très très forte dans cette compétition. Bien avant l'arrivée de QSI, il y a eu notamment la finale de 2006 face à Marseille, tous les supporters parisiens s'en souviennent. Pour nous, c'était comme si on avait gagné le championnat. Battre Marseille. Avec cette frappe de Vicage. Vicage Dorasso. Voilà, Vicage Dorasso et un but de Kalou, il me semble, de Bonaventure Kalou. Et en face, c'était à Marseille avec, il y avait quand même quelques bons joueurs. Et cette saison n'avait pas fait une super saison non plus. Donc, mais bon, ça sauvera la saison, oui, sans doute, un petit peu quand même, parce que c'est une finale et que je pense que les joueurs, s'ils remportent cette finale mercredi, ils vont la fêter comme il se doit, même si les établissements de nuit, et Cédric pourra nous en parler, ils ne sont pas ouverts. Mais en tout cas, on verra que sur le podium, ils vont soulever la coupe, faire le tour du terrain, même s'il n'y a pas de public. Parce que voilà, une finale, ça se joue pour se gagner. C'est un trophée important pour le PSG. Je crois que ce sera la 14e, il me semble. Donc, c'est quand même un nombre conséquent, hein. 14 Coupes de France, c'est pas n'importe quoi. Il faudra voir les autres équipes en Europe qui ont atteint ce nombre. Je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup. Et puis, ça me rappelle aussi la finale contre, je crois que c'était la Coupe de la Ligue cette fois-ci, mais contre Monaco, l'année où ils prennent le titre. Il y a Mbappé justement à Monaco et les Parisiens, c'est vraiment une équipe de coupe. Donc, je crois qu'on les avait battus 4-1. Et il me semble que Thiago Silva avait écœuré Mbappé tellement les Parisiens ne voulaient pas laisser passer ce trophée. Donc moi, je suis assez confiant, même si on a perdu nos 2 matchs face à Monaco cette saison en championnat. En mode coupe, ce ne sera pas la même chose. Et encore une fois, ils voudront quand même s'assurer au minimum un trophée. Enfin, ce sera le deuxième avec le trophée des champions. Donc moi, je pense qu'on va avoir un pari très sérieux et complètement différent du pari qu'on a eu lors de la double confrontation en championnat. Donc, je suis assez confiant sur le match du PSG mercredi soir face à Monaco. Yacine, parlons de l'adversaire justement. Tu as fait un papier sur le site de Paris United pour présenter surtout son entraîneur, Niko Kovac, qui est arrivé en début de saison du côté de l'AS Monaco, et comment il s'est adapté à la Ligue 1, justement, comment il a formé un peu, il a préparé cet AS Monaco à sa façon, avec ce 4-4-2 très solide, très compact, et qui se projette énormément, et avec un beignet d'air pour sublimer le collectif. Mais évidemment, il y a beaucoup de très bons joueurs à Monaco. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce Monaco-là, et surtout de Niko Kovac, qui, c'est vrai, a posé énormément de difficultés à Paris, avec ses 2 victoires, 3-2 au stade Louis II, et puis la victoire 2-0 au Parc, où Monaco avait fait un match sérieux.
Ouais, alors en fait, deux périodes dans la saison de Monaco. Il y a la première partie de saison avant la trêve, où Monaco est une équipe en mode Bundesliga, c'est-à-dire qu'avec des ouvertures partout, qui marquent beaucoup, mais qui encaissent énormément, avec un peu en symbole le match à Lyon, où Monaco fait une très bonne première mi-temps, où ils ont des occasions, mais où ils prennent 3 contre 3 buts, il y a 3-0 à la mi-temps. Il n'y a plus de match, alors que Monaco ne mérite vraiment pas dans le contenu. Mais en fait, c'était vraiment en mode Bundesliga, complètement ouvert, on joue que pour marquer. Et je pense qu'en fait, il y a un basculement. Alors, il y a un basculement parce que Monaco enchaîne bien en janvier. Ils prennent des points, ils commencent à revenir en classement. Et la bascule, pour moi, elle se fait sur le match retour contre Paris. Parce que ce Monaco-là, on l'attendait justement. Le fameux Monaco en mode Bundesliga pour venir chercher Paris, etc. Et ils ont fait tout l'inverse. C'est-à-dire qu'ils ont joué beaucoup plus bas, en bloc, se projetant très vite, mais très peu en nombre par rapport à la première partie de saison. Ce qui fait qu'ils sont souvent restés en place et le PSG a eu du mal justement. Et je pense que cette adaptation, elle est due à deux choses. La première, c'est le PSG. Parce que je pense que Kovac savait que s'il ouvrait les espaces, en plus c'était juste après Barcelone. Donc il s'est dit, vu comment ils ont explosé Barcelone, si on ouvre derrière, qu'on va chercher en mode Bundesliga, il va falloir marquer 8 buts pour gagner le match. Donc ça ne va pas être possible. Et je pense aussi que c'est une adaptation à la Ligue 1, dans le sens où, en fait, en Allemagne, tu peux te permettre de jouer comme ça parce que les équipes adverses jouent comme ça. Et donc, à un moment donné, toi, tu vas avoir autant d'occasions qu'eux. Et en fait, c'est à celui qui marque le plus. En Ligue 1, c'est pas ça. En Ligue 1, c'est déjà, tu te tapes des blocs beaucoup plus compacts, beaucoup plus bas, beaucoup plus denses. Et donc, ça veut dire que si toi, tu t'ouvres et que tu prends un ou deux contre, pour revenir, c'est une galère. Voilà, tu peux pas. Tu es mené à 0 ou 2-0. Pour faire basculer le match à 3-2 ou 4-2, c'est pratiquement impossible en Ligue 1. Euh, donc, je pense que ça a fonctionné contre Paris. Le match suivant, je ne sais plus contre qui il joue, mais il gagne 1-0 de la même façon. Et en fait, je pense qu'après, il a fait un mix de tout ça. C'est-à-dire qu'il savait qu'il avait une puissance offensive. Parce qu'il a quand même des très bons joueurs entre Ben Yedder, Voland, Jovetic, Golovin. Sofiane. Voilà, Sofiane Diop. Mais la manière d'être plus compact lui a permis de prendre beaucoup moins de buts parce que je crois que sur la deuxième partie de saison, il y a une série pratiquement de 10 matchs où Monaco encaisse pas de buts sur 8 matchs. Ah ouais. Ouais. Voilà. Donc, et il a trouvé aussi, en fait, sa paire de récupérateurs, un peu à l'image de Monaco de 2017, justement, avec Fabinho et Bakayoko, avec Tchouaméni Fofana, voilà, qui enchaînent les matchs, qui sont très bons dans l'activité, qui ont de l'impact, mais qui jouent aussi au ballon. Euh, et voilà, il a trouvé ce compromis. Je pense qu'il a un atout par rapport aux autres équipes aujourd'hui, c'est qu'il a un banc de touche qui est vraiment impactant. C'est-à-dire que quand il fait des changements, les joueurs qui rentrent, ils font souvent la différence. Parce que quand tu remplaces un Sofiane Diop par un Jovetic ou un Ben Yedder par Golovin et que tu réaménages tout ça, Et tu fais rentrer aussi Fabregas, on l'a vu, hein, le match. voilà, Quoi, parce si que tu sur 30 minutes, dit le tempo et qui garde les ballons un peu et qui te fait des passes voilà, pour trouver des voilà, espaces. d'ailleurs, sur le match sur le match aller contre Paris, Paris menait 2-0, aurait dû mener 3-0. Mais finalement, le changement, justement, Fabregas, il fait mal au PSG quand il rentre et Paris perd 3-2. Voilà. Pour terminer là-dessus, je pense que ce match-là, euh, le PSG, on en avait parlé après le match. Ce match-là, on avait parlé de ça après le match de Monaco, mais on en a reparlé dernièrement aussi avec Nico et Mousse dans un podcast, je ne sais plus sur lequel. Je pense que Paris doit prendre le match en se disant euh, on ne va pas aller les chercher, quitte à leur laisser un peu le ballon, quitte à les attirer. euh, Parce que je pense que ce serait l'erreur d'aller faire comme au match au parc, en fait, d'aller les chercher et en fait de s'empêtrer dans cette densité et de prendre des contres. Voilà. Il va manquer Kimpembe derrière. Donc, voilà, je pense qu'il y a un mix à faire entre le PSG qui veut jouer, qui va chercher, et le PSG de Barcelone qui est prêt un peu à attendre et à laisser Monaco jouer. Alors ça, faudra pas peut-être s'attendre à une finale aussi spectaculaire qu'on peut l'entendre parce que c'est PSG Monaco. Ce sera peut-être une finale beaucoup plus tactique qu'on peut l'imaginer. Surtout que, comme l'a dit Mousse, le PSG a longtemps sauvé ses saisons avant QSI avec la coupe. Nous, c'était notre façon de voir les choses à l'époque. Tu gagnais une coupe, c'était voilà, tu avais sauvé ta saison, tu avais pris un titre. Quasiment tous les 2 ans à peu près, tu as vu une Voilà. finale, La soit Coupe Coupe de la Ligue ou Coupe Colo-Capitale. de France. Voilà, donc maintenant c'est plus le truc en plus.
Mais cette saison, vu que la coupe, normalement, la finale, elle est après le championnat. Donc, elle permet de sauver la saison en fonction de ce que tu as fait. Là, elle est en plein milieu. Donc, peut-être que tu peux faire une semaine de fou avec la coupe et le championnat. Mais en tout cas, voilà, ça va être, je pense, une finale beaucoup plus tactique qu'on l'imagine. Aurélien Tchouameni, dont tu parlais, qui est nominé dans les trophées UNFP pour les meilleurs espoirs de saison en Ligue 1, qui a fait une excellente saison. Et Niko Kovac également, qui est entraîneur croate, qui est parmi des entraîneurs de Ligue 1 dans le classement des 5 meilleurs entraîneurs de Ligue 1 cette saison. Je rappelle le classement. Il y a, les nominés, il y a Galtier, Rudy Garcia, Francaise, Niko Kovac, Christophe Pellissier pour les entraîneurs. Et puis pour les espoirs dont je parlais, Eduardo Camavinga, Sofiane Diop, autre monégasque, Aurélien Tchouameni, Amine Gouiri de Nice et Maxence Cacré de l'Olympique Lyonnais. Puis aussi dans les meilleurs joueurs de Ligue 1, il y a Neymar, qui a joué 17 matchs de Ligue 1, mais apparemment ça suffit pour être nominé dans les trophées. Pardon, voilà, je m'étouffe, lapsus. Memphis Depay pour Lyon, Mbappé pour le PSG, Wissam Ben Yedder pour Monaco et Burak Yilmaz pour Lille. Cédric, sur cette équipe de Monaco, toi, tu t'attends à quoi comme finale? Pareil, tu penses, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, qu'il faudra peut-être plus patienter, éviter de répéter ce match retour qui a été peu fatal au PSG? Ouais, exactement. Moi, je suis de l'avis de Yacine sur ça. On va pas avoir je pense qu'on va pas avoir une finale avec des envolées, avec un 4-2, avec un score fleuve. Je pense que ça va être beaucoup plus tactique. Maintenant, Monaco, je les trouve un peu moins flamboyants en ce moment. Donc voilà, j'ai l'impression qu'ils commencent à chercher un deuxième ou troisième souffle. Le match de Rennes l'a encore confirmé. Donc voilà, moi je suis plutôt confiant pour la finale. Maintenant, avec le PSG, on sait que tout peut arriver. Mon club, je le connais par cœur. Mais non, je suis assez confiant pour la finale. Il faudra pas faire n'importe quoi, c'est sûr, pas partir à l'abordage. Parce que sur les contres, justement, Ben Yedder ou même Voland, enfin, ça peut aller très vite. Mais ça va jouer aussi sur la récupération et sur le milieu de terrain, notamment avec le duel avec Tchouaméni et Fofana. Et puis de notre côté, on verra un peu ce qui va nous mettre en compo au milieu de terrain. Mais ça va être, ouais, pour moi, ça va être tactique, vraiment. Je voyais, c'est vrai que tu disais hier, Monaco a eu du mal contre Rennes. Ils ont eu que 39 possessions de balles contre Rennes. Et Rennes a eu les situations pour égaliser, mais malheureusement, ça n'est pas arrivé pour le Stade Rennais. Mousse, c'est vrai que Cédric le disait, ça va être une grosse bataille au milieu de terrain. Ça sera important d'avoir les choix de compo de Pochettino. Alors, Idrissa Gueye, qui n'a pas joué donc hier, qui a été sorti du groupe pour des problèmes gastriques, est-ce qu'il sera remis? Bon, on peut penser que oui pour d'ici dans 2 jours. Mais ça va être intéressant de voir les choix de compo de Pochettino quand même. Oui, après, tu as d'autres alternatives parce que Herrera, en ce moment, il semblerait qu'il soit plutôt bien, même physiquement. Il fait plutôt des matchs intéressants. Danilo, pareil. Tu as quand même quelques. Même si Gay est absent, parce que peut-être par manque de rythme, peut-être qu'il ne le mettra pas tout de suite. Mais tu as quand même quelques alternatives. Là où ça sera important, c'est qu'il ne faudra pas prendre un but rapidement. Parce que si tu es mené 1-0, on sait que Paris, quand ils sont menés, quand ils n'y arrivent pas, il y a un peu de nervosité. Et quand tu vois le match entre Monaco et Lyon, il y a eu des débordements, et, tu vois, et j'ai peur que Paris tombe aussi là-dedans. Donc, tu peux t'énerver, prendre un rouge, ça va te priver d'un joueur pour le dernier match face à Brest. Il faudra faire très, très attention. Il faudra garder ses nerfs, essayer de jouer intelligemment. Parce que là, ce sera Monaco. Donc, le risque aussi, c'est que ce soit un match avec beaucoup d'intensité et que tu laisses beaucoup d'énergie et que tu arrives peut-être un peu cramé face à Brest. Alors, heureusement, il y aura 4 jours qui vont séparer la finale de la dernière journée. Le lendemain, ça sera de la récupération. Puis après, tu auras vendredi, samedi, dimanche pour récupérer. Mais oui, la compo sera importante. On sait déjà que normalement, on attend de voir, mais normalement, Neymar ne jouera pas. Il y a eu la sortie de Draxler sur blessure. Après, tu pourras toujours le remplacer par Rafinha, qui, ces derniers matchs, a plutôt bien fait le job. Et c'est vrai aussi que quand Neymar n'est pas là, ça joue peut-être un peu plus simplement. C'est beaucoup plus fluide, on va dire. Et puis, ça lâche le ballon beaucoup plus vite. Donc ça, l'absence de Neymar, je ne dis pas que c'est un avantage, ça peut même être un inconvénient, attention. Parce que peut-être que le Neymar d'une finale, il est différent et peut-être que c'est le joueur qui peut te faire basculer. Mais quand il n'est pas là, on sait aussi que ça joue un peu plus simplement. Et Mbappé l'a démontré ces derniers matchs. Donc voilà, moi je suis confiant, mais voilà, il va falloir faire attention dès le début de match.
pas se prendre un but rapidement parce qu'on sait que le PSG n'aime pas courir derrière le score et ensuite, ça provoque des situations d'énervement. Mais moi, encore une fois, comme Cédric, comme Yacine, je suis plutôt confiant parce que lorsqu'il s'agit d'une finale, en général, à part contre Rennes, où on l'a laissé filer, c'est vrai, et on se demande encore pourquoi aujourd'hui. Contre le Bayern. Non, là, je te parle de Coupe de France. Hein. Je parle je pas sais, de. je sais. Je parle pas de. Oui, contre le Bayern aussi. Et quoi, contre le Bayern, après, quand tu regardes le match, voilà, il y a des situations et on perd que 1-0 et finalement, c'est pas si mal que ça. Quoi. Ouais, exactement. Donc voilà, Hugo, je pense que voilà, il y a de quoi finir la saison de manière formidable si on arrive à gagner cette coupe et si Lille fait un faux pas face à Angers. Donc écoute, comme l'a dit Yacine dans son papier ce matin, la semaine peut être folle. Ouais. Ah bah écoute, verdict déjà, premier élément de réponse mercredi soir contre Monaco. Oui, Yacine, avec son Juste pour finir, je voulais finir là-dessus vite fait sur Kovac, revenir sur juste un truc. Parce que je parle souvent, moi, des entraîneurs, notamment de Pochettino, des choix, des entraîneurs, etc. Je suis critique, déjà d'une, parce que c'était un peu mon métier, mais parce qu'il y a beaucoup de choses autour de l'entraîneur. Et même moi, des fois, je me pose la question, quel est le réel impact d'un entraîneur? Est-ce que vraiment il a un impact sur ses joueurs? Est-ce que on le grandit pas trop des fois? Ou on le minimise trop des fois? Je sais jamais où me placer parce que tu as des fois. Voilà. Mais en fait, je pense que l'exemple de Voland à Monaco, c'est exactement le rôle de l'entraîneur. C'est-à-dire qu'il y a une première partie de saison où Kovac a mis en place des choses. Et en fait, il s'est adapté aussi aux joueurs qu'il avait. C'est-à-dire qu'il était parti sur un système, c'est plus le même, déjà. Monaco a des fois joué à 3 derrière, en fonction des joueurs disponibles. Et Voland, rappelez-vous, en début de saison, dans le 4-3-3, il joue sur un côté, il n'est pas bon. Et tout le monde, sur les premiers mois, on est presque à se demander est-ce que c'est une bonne recrue. Et finalement, dans l'adaptation, il ressent Voland, il le rapproche de Ben Yedder. Et finalement, Voland s'éclate, devient décisif, devient très bon, devient régulier. Et en fait, c'est ce que j'explique dans le rôle de l'entraîneur. C'est-à-dire, c'est pour ça que des fois, dans le 4-2-3-1 de Pochettino, j'émets des doutes dans le sens où est-ce que c'est réellement le système qui est adapté à tous les joueurs que tu as à un moment donné? Si tu n'as pas Verratti, si tu n'as pas Gay, si tu n'as pas Herrera un jour, est-ce que réellement c'est le seul système que tu peux utiliser? Voilà. C'est pour ça que je critique, c'est pas tout le temps pour dire regardez, je critique, c'est facile. C'est facile pour moi de critiquer. Moi, je regarde les matchs et à la fin, je te dis où tu t'es trompé. C'est plus facile pour moi. Je le reconnais volontiers, il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, il y a aussi de te dire pourquoi ton entraîneur, il n'est pas à la recherche de certaines choses. Tu vois? Après, pour terminer, c'est plus facile de le faire sûrement avec Voland Ben Yedder qu'avec Neymar et Mbappé. Hein. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Les joueurs, disons, qui peuvent s'adapter à un autre système et qui sont plus, pas dire travailleurs, mais qui s'adaptent plus à l'esprit, qui sont plus collectifs. Quoi. Voilà, c'est des joueurs collectifs. Oui, qui ont moins de statut, en fait. Oui, oui, et puis niveau statut, où tu peux évidemment en plus. Voilà. Mais bon, c'est quand même des joueurs qui sont différents de Neymar, etc. Voland, c'est typiquement un joueur collectif qui aussi se sublime quand il y a l'apport des autres, etc. Et c'est d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui auraient bien voulu que Voland soit dans la liste des meilleurs joueurs cette saison, parce que, alors certes, il a eu un cran en début de saison, je ne sais pas s'il mérite ou pas, mais il a quand même très très Pour bien. sa deuxième partie de saison. Ouais. Deuxième partie de saison, il est quand même très intéressant. Cédric, pour terminer. Juste pour rebondir sur ce que tu dis, Yacine, quand tu dis qu'il faut aussi s'adapter aux joueurs qu'on a, c'est exactement ce qu'a dit Pochettino il y a très peu de temps. Quand on lui a parlé de la saison prochaine, de ce qu'il allait faire, de la tactique, etc., il a dit qu'il faut aussi voir les joueurs qu'on a et faire en fonction des joueurs qu'on a dans l'équipe. Donc il revient exactement sur ce que tu as dit. Et c'est vrai que ça sera intéressant en tout cas de voir comment va Pochettino après cette semaine charnière et décisive va vouloir un peu tourner cette équipe en fonction du mercato. Merci à vous Mousse, Yacine et Cédric encore une fois pour la qualité de vos analyses. On se retrouve évidemment jeudi pour débriefer cette finale de Coupe de France qui on l'espère sera elle sera la 14e pour le Paris Saint-Germain. Et puis évidemment ce match de Ligue 1 pour la dernière journée de Ligue 1 pour la 38e journée contre Brest. Et où il y aura ce fameux dénouement pour qui sera champion. Le fameux dénouement de la 93e minute. Voilà. On espère. Parce que nous, de toute façon, nous, on est nés pour souffrir, donc on va souffrir jusqu'au bout. Lille ne gagnera pas à Angers. On dit, c'est comme contre Saint-Etienne, je l'avais annoncé, je l'annonce là aussi. Écoutez Cédric Prono, si vous voulez parier un petit billet, voilà, c'est conseil. Tu peux ouvrir ta page de Prono hein, si tu veux. Faire un Instagram. Via Instagram, vous pouvez suivre Cédric Lucas, évidemment. Merci à vous de nous avoir écoutés et puis donc on se donne rendez-vous pour débriefer cette finale. Salut à tous, ciao. Ciao. Salut.